Bonjour tout le monde. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les travaux que j'ai pu effectuer lors de mon mémoire, donc qui portent sur hop, l'intégration de l'inflation dans le calcul de la volatilité des réserves des segments construction. Et ce mémoire qui a été effectué au sein de Groupama. Alors, pour commencer, le sommaire, on va passer rapidement, mais le contexte de l'étude, donc cette étude a été faite dans un contexte inflationniste, et donc on va parler un petit peu de ce contexte-là, puis poser les bases de l'assurance construction, qui est quand même un domaine particulier, et reparler un petit peu du provisionnement pour bien revoir les bases et pouvoir attaquer la suite sereinement. Ensuite, on va parler du calcul du risque de réserve, donc quels sont les principes généraux, comment est-ce qu'on va calculer donc, notre best estimate et notre volatilité, quelles sont les spécificités des segments construction, et donc on va parler un petit peu des PSAP et des PSNEM. Et enfin, on va entrer dans le vif du sujet et parler de l'intégration de l'inflation, donc comment on a adapté notre modèle initial. Alors, pour commencer, le contexte inflationniste. Alors là, ce qui est représenté ici, c'est deux graphiques. Donc le premier, l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis 2002. Alors c'est un petit peu petit, mais on voit quand même clairement le pic ici en 2022. Donc en fait, il y a 5,2% dans le graphique. Et de l'autre côté, l'évolution de l'indice PT01 depuis 1995. Donc même si on a quand même toujours eu une tendance croissante, sur la fin, on voit nettement la forte hausse. Et donc ces phénomènes-là, il va falloir les prendre en compte puisqu'ils vont impacter nos paiements futurs en tant qu'assureur. Donc, dans le cadre de ce mémoire, on va être dans le contexte d'un modèle interne. Donc, on va vouloir estimer le risque de réserve, donc le risque, notre distribution de Mali à un an. Et donc, pour prendre en compte l'inflation, l'objectif, ça va être d'adapter les méthodologies qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de créer un nouveau modèle révolutionnaire, c'est vraiment d'adapter la méthodologie qui était déjà en place. Donc là, on a plusieurs questions qui viennent à l'esprit. Donc, quels indices va-t-on utiliser pour prendre en compte l'inflation? Comment on va modéliser les taux? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le troisième point, quelle méthode d'intégration utiliser. Donc, dans ce mémoire, on ne va pas du tout parler de modélisation de taux. Donc, ça aussi, point important. Alors, si je passe à la suite, on va parler un petit peu de l'assurance construction pour poser les bases. Alors, quand on parle de construction, déjà, on a trois acteurs principaux. On a d'une part le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, c'est la personne qui souhaite qui va recevoir la construction à la fin. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et ce maître d'ouvrage-là, pour pouvoir avoir sa construction effectuée, il va devoir mandater un maître d'œuvre. Donc ça, le maître d'œuvre, lui, il va devoir gérer toute la concrétisation du projet. Donc les architectes, trouver des constructeurs, faire les plans, tout ça, ça va être le maître d'œuvre. Donc qui va faire appel à des entrepreneurs. Quand on parle d'une construction, dans la concrétisation de la construction, bon, on a trois dates importantes. Donc, premièrement, il faut demander un permis de construire, bien sûr. Donc, il faut qu'il soit accepté pour que la construction puisse débuter. Et ensuite, une date très importante, ça va être la DROC. Parce qu'en fait, avant de débuter les travaux, il va falloir déclarer qu'on va faire ces travaux-là. Et donc, ça va être la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. Pourquoi est-ce que cette date est particulièrement importante? C'est parce que c'est à cette date-là que vont être souvent souscrites les garanties, justement, dont on va parler juste après, relatives à la construction. Et ensuite, une dernière date importante, la réception des travaux. Donc ça va être à la fin des travaux. Là, on va avoir le maître d'ouvrage qui va réceptionner son bâtiment qui est construit. Il va pouvoir émettre des réserves si jamais il constate des malfaçons, mais dans tous les cas, la réception des travaux, c'est là où les garanties vont débuter. Et donc, ces fameuses garanties, quelles sont-elles? Donc, c'est là où on introduit un petit peu le cadre juridique. Donc, en fait, on a la loi Spinetta de 1978 qui impose deux garanties dans un but de protection vraiment du maître d'ouvrage. Donc, ces garanties sont d'abord la garantie dommage ouvrage.
donc qui doit être souscrite par le maître d'ouvrage, qui pour rappel, donc c'est vous et moi, c'est la personne qui souhaite avoir un bâtiment construit. Et dans un autre temps, on a la garantie responsabilité civile décennale qui, celle-là, doit être souscrite par le constructeur. Donc c'est pour ça qu'ici, on a ce petit schéma, ce petit processus. En fait, l'objectif, ça va être d'avoir un système qu'on appelle à double détente. Donc, si jamais il y a une malfaçon dans le bâtiment, la garantie dommage-ouvrage, l'objectif, ça va être qu'elle intervient très rapidement avant toute recherche de responsabilité, puisque c'est ça qui prend du temps, c'est la recherche de responsabilité. D'un point de vue juridique, ça peut prendre vraiment énormément de temps. Et donc, la garantie dommage-ouvrage, elle va intervenir rapidement. Le maître d'ouvrage va être tout de suite indemnisé pour qu'on puisse commencer les travaux et réparer les malfaçons. Par contre, une fois que le maître d'ouvrage a été indemnisé, bien sûr, l'assureur dommage-ouvrage, il va faire un recours contre la garantie RCD du constructeur une fois qu'on a trouvé qui était le responsable du sinistre, en fait, et des malfaçons. Et donc, c'est tout ça, le système de double détente. L'objectif, c'est une indemnisation rapide et complète du maître d'ouvrage. Alors, ces deux garanties, elles ont des spécificités. Elles sont décennales, c'est-à-dire qu'elles durent 10 ans, contrairement à nos contrats classiques MRH ou auto qui durent 1 an. Là, on va partir sur 10 ans, puisque comme on est toujours dans la construction, le problème, c'est que si une fissure, par exemple, commence à apparaître dans le bâtiment, on ne va pas l'avoir tout de suite. Ça peut prendre plusieurs années avant qu'on se rende compte qu'il y a eu un souci. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette longue période de 10 ans. Ensuite, les branches construction, ce sont des branches très longues. Donc déjà, on a ce processus de 10 ans des garanties. Mais en plus, comme on a dit sur la garantie DO, on va avoir un fort taux de recours. Et donc, qui dit recours dit procédure juridique. Et donc, tout de suite, ça va rallonger les développements des sinistres. Donc voilà, ça c'était un peu pour remettre les bases de l'assurance construction. Maintenant, on va parler un tout petit peu encore des provisions pour vraiment avoir tout le kit pour bien comprendre la suite. Ici, la petite flèche là, c'est pour un peu remettre la vie d'un sinistre. Donc, bon, le sinistre survient et ensuite l'assuré va déclarer le sinistre. Déjà, dans des garanties classiques, on a toujours un délai entre la survenance et la déclaration. Mais en construction, c'est d'autant plus vrai que, comme on l'a dit, si on parle de fissures ou de problèmes dans un bâtiment, on ne va pas le remarquer tout de suite. Donc, il peut déjà se passer plusieurs années entre la réelle survenance du sinistre et le moment où l'assuré va remarquer qu'il y a un problème. Ensuite, une fois que le sinistre est déclaré, là, on a tout le processus de paiement, de règlement, donc le premier paiement jusqu'à la clôture du sinistre. Donc là encore, il peut y avoir un premier paiement, un second paiement, peut-être même un remboursement, puis de nouveau un paiement. Donc tout ce processus encore, il y a du temps qui passe. Et c'est ça le point, c'est que dans tout ça, eh bien, nous, on doit provisionner, bien sûr, pour assurer d'être solvable, mais l'environnement économique alentour, il ne va pas se figer. Et donc, on va devoir prendre en compte l'inflation dans tout ce processus-là. Donc, pour reposer un petit peu les termes ici dans le rectangle en dessous, nous, ce qu'on va vouloir capter, donc, c'est d'une part les IBNER, donc les Incurred but Not Enough Reserved. Donc ça va être relatif aux sinistres dont l'assureur a connaissance, mais il ne sait pas encore comment ils vont se développer en fonction des améliorations et des aggravations. Donc, on va être plutôt dans cette partie-là. Et les IBNYR, les Incurred but Not Yet Reported, donc les sinistres sont survenus, mais l'assureur n'en a pas encore connaissance. Ça va plutôt être cette partie-là. Et donc, à la fin, en sommant ces deux incertitudes, on obtient nos IBNR classiques. Ensuite, au niveau des provisions, on va parler de deux provisions. Donc, la première, les PSAP, les provisions en quelque sorte classiques, des provisions pour sinistres à payer, qui sont la somme de nos IBNR et des provisions dossiers établies par les gestionnaires de sinistres. Mais du fait du caractère décennal de nos garanties DO et RCD, on va avoir une deuxième provision qui concerne les sinistres non encore manifestés, qui est la PSNEM. Et donc, on va avoir toujours ce double enjeu, estimer les PSAP, mais aussi estimer les PSNEM. Maintenant, si je passe à la suite, on va parler plus d'un point de vue concret, modélisation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, et comment, après, on va intégrer l'inflation là-dedans. Pour rappel, notre objectif, c'est bien
on a un modèle interne, on a déjà un modèle en place, mais on veut l'adapter pour intégrer l'inflation. Alors, dans le cadre de notre étude, le risque de réserve, donc qui est le risque relatif au risque de sous-évaluer nos provisions, et donc on veut vraiment capter cette distribution de Mali, eh bien, il est calculé par formule fermée. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de comment on aboutit à cette formule fermée, mais nous, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'on va s'intéresser notamment au paramètre phi ici, donc la volatilité à un an, le coefficient de variation. Donc, notre distribution des réserves va être centrée sur le best estimate solvabilité 2, et ensuite, on va construire la distribution avec un coefficient de variation phi qui est déterminé donc, par un écart type qu'on va chercher à estimer. Donc, ça va être la MSEP, donc l'erreur de prédiction moyenne quadratique, et le rapporter à un best estimate, qui lui sera bien entendu déterministe. Donc, les enjeux, c'est ce qui est présenté à droite. Donc, calculer ce best estimate déterministe. Alors, je vais peut-être être amené à l'appeler best estimate implicite, mais c'est vraiment, ce sera ce best estimate déterministe. Et la partie stochastique, estimation de phi. Les modèles qui sont utilisés, ça va être le modèle Chain Ladder et l'adaptation de la méthode Merge-Wittrich par Bootstrap pour pouvoir intégrer une partie stochastique et ainsi obtenir une estimation de volatilité. Alors, quand même, pour revenir un petit peu, on ne va pas passer trop de temps sur le modèle Chain Ladder, mais pour mettre l'accent, en fait, là où j'aimerais mettre l'accent, c'est sur les données qu'on va utiliser. Ça va être important dans cette étude de faire la distinction entre les triangles de paiement et les triangles de charge. Donc, dans nos triangles de paiement, qu'on utilise généralement sur des branches plutôt courtes, on va avoir uniquement les règlements, donc les paiements de l'assureur. Maintenant, il va falloir un peu opposer ce triangle au triangle de charge, qui lui contient non seulement les règlements, mais aussi les provisions dossier-dossier. Donc, il y a cette partie d'estimation du gestionnaire de sinistre. Et c'est pour ça que dans le cadre de la construction, nous, on va plutôt s'attarder sur les triangles de charge parce que justement, quand on est sur des branches longues, la partie relative au provisionnement ici du gestionnaire de sinistre va nous permettre d'avoir des triangles qui vont se développer d'une certaine manière plus rapidement que les triangles de paiement. Parfois, nos paiements historiques ne vont pas permettre d'avoir un triangle suffisamment développé, tandis que comme le gestionnaire de sinistre a déjà cette expérience et donc va pouvoir déjà provisionner, en plus, on va se développer plus rapidement. Donc, ça va être important. Nous, on va travailler sur les triangles de charge. Au niveau des hypothèses, bon, toujours l'hypothèse de linéarité des développements et d'indépendance des années de survenance qui sont les hypothèses fondamentales d'un chain ladder et le modèle qui consiste à calculer des coefficients de passage pour pouvoir développer la partie inférieure du triangle, comme ce qui est présenté juste ici. Ensuite, pour intégrer une partie stochastique, on va partir sur un modèle Bootstrap. Donc, le modèle Bootstrap, on va avoir une hypothèse supplémentaire par rapport au chain ladder, puisque qui dit côté stochastique dit bien sûr il faut des hypothèses sur notre variance. Donc, on va partir sur le modèle de Mach avec son hypothèse de variance et on va calculer des résidus qui vont devoir être IID, donc indépendants et identiquement distribués, puisqu'ils vont faire l'objet du Bootstrap. Alors, je vais passer assez rapidement sur la partie, les 3 premières colonnes. En fait, ça, c'est la partie de rééchantillonnage, donc calcul des résidus, rééchantillonnage, calcul de pseudo-facteurs de développement. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être cette partie-là, qui est la simulation de la diagonale n plus 1. Donc, pour l'instant, il n'y a, pas encore d'inflation. Là, on est juste sur le modèle sans inflation classique. Donc, on a calculé des pseudo-facteurs de développement. Et comme l'objectif, ça va être d'estimer le risque de réserve à 1 an, on va simuler une diagonale supplémentaire. Donc, cette diagonale, ça va être important aussi, elle est simulée en respectant les hypothèses du chain ladder. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va garder cette linéarité-là, donc on prend notre montant en n-1 fois le coefficient de développement, et la variance, pareil, cette variance-là est conforme à l'hypothèse de variance du modèle de Mach. Ensuite, une fois qu'on a cette diagonale, on va appliquer un chain ladder déterministe pour arriver à l'ultime, puisque l'objectif, ça va bien être d'avoir notre volatilité donc du risque de réserve à 1 an et le côté déterministe qui va
nous permettent de nous placer comme si on commençait à projeter, mais depuis l'année d'après. Donc, si je poursuis, là, on va rentrer dans les segments construction. Parce que là, ce que j'ai montré, c'était le côté modélisation classique dans un triangle survenance-développement. Mais comme on l'a vu, en construction, on va avoir une provision supplémentaire qui est la PSNEM, puisqu'on a ce côté décennal. Et donc, ça va faire qu'on va devoir ajouter une dimension à notre triangle 2D, puisqu'avant, on avait délai de survenance, donc la survenance comme dans les PSAP, délai de règlement ici qui correspond au développement, et ici, l'année de souscription, donc ça va être notre DROC. Maintenant, comment on fait pour modéliser un triangle en 3D? Là, on a un peu deux familles de méthodes qui se distinguent. Donc, on a première méthode, il est possible de considérer un triangle en vision DROC et développement. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les survenances vont être agrégées dans le triangle. Elles vont être toutes rassemblées dans notre triangle DROC développement. Et donc, si on développe tout ça d'un coup, on va à la fois estimer les PSAP, puisque les PSAP, c'est bien les sinistres déjà survenus et on a l'incertitude sur leur développement, et à la fois la PSNEM, puisque comme on a les survenances agrégées, on développe en même temps nos sinistres, on va estimer nos sinistres non encore manifestés. Le grand inconvénient de cette méthode-là, bien qu'elle paraisse bien pratique, c'est que, eh bien, on ne les sépare pas, les PSAP et les PSNEM. Donc déjà, d'un point de vue simplement suivi de nos provisions, on a tout mélangé ensemble, donc c'est déjà un inconvénient. Et second inconvénient, c'est que quand on mélange tout, on ne peut pas faire de modélisation séparée, par exemple, notamment dans le cadre de l'inflation, si on souhaite faire une modélisation distincte pour les PSAP et pour les PSNEM d'autre part, c'est pas possible. C'est pour ça que nous, on va plutôt se concentrer sur ce second modèle-là, qui consiste à séparer notre problème en 3 dimensions en 2 problèmes à 2 dimensions. Donc, c'est-à-dire que on va avoir d'un côté le triangle survenance-développement qui nous permettra d'estimer nos PSAP, et dans un second temps, notre triangle DROC-survenance qui va nous permettre d'estimer nos PSNEM. Là, on a bien la séparation des deux, et si on souhaite effectuer une modélisation différente des deux provisions, ce sera possible. Au niveau de l'inflation, alors sur quoi on va travailler? On va travailler avec l'indice BT01, qui est un indice qui est classiquement utilisé dans le cadre de la construction. Et on va aussi avoir ce qu'on va appeler une surinflation, parce qu'en fait, notre indice BT01, il va être stochastique. Et l'objectif de la surinflation, ça va être de pouvoir capter cette forte hausse d'inflation qu'on a observée. Donc, elle va être déterministe, hein, cette surinflation. On va pouvoir capter cette forte hausse qu'on n'arrive pas forcément à capter avec l'historique. Donc, ça permet de donner un boost, mais temporaire, à notre inflation. Alors, si je continue, donc au niveau de la construction, on va utiliser les modèles Chainader et Bootstrap dont on a parlé un petit peu plus tôt, mais il y a quand même des subtilités, donc je vais revenir sur comment on va modéliser les PSAP et comment on va modéliser les PSNEM, et après on parlera de comment on ajoute l'inflation là-dedans. Donc les PSAP tout d'abord, alors on va partir sur notre triangle survenance-développement, ça ne va pas changer. On va le développer donc soit par chain-ladder si on est dans le cadre déterministe, soit on fait un bootstrap si on veut la volatilité. Mais l'étape sur laquelle je veux mettre un petit peu l'accent, ça va être cette étape-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en vision survenance-développement, ça veut dire que toutes nos DROC, elles sont aussi agrégées dans les données. Elles n'ont pas disparu, elles sont juste agrégées dans ce triangle aussi. Sauf que quand on va estimer les IBNR simples ici, en fait, ce triangle-là, dans notre cas, par exemple, la première survenance, ça va être 1996. Et le triangle DROC-survenance va aussi commencer en 1996. Donc, a priori, on a l'impression qu'on a des données homogènes. Mais ce n'est pas réellement le cas, parce qu'en fait, dans une survenance de 1996, la survenance peut être rattachée à une DROC antérieure à 1996, qui peut par exemple être 1992. Mais cette DROC-là, on ne va pas la capter dans le triangle DROC-survenance, puisqu'il commence en 1996 aussi.
Et la problématique qu'on a eue, c'est que dans notre cas, on ne pouvait pas, en fait, on n'avait pas accès à une séparation explicite des drogues antérieures, pardon, à 1996. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite étape de retraitement. Dans un souci d'homogénéité des données, on a dû projeter les IBNR PSAP en IBNR DROC dans le sens où, dans ces IBNR-là, on ne va garder que l'information des DROC postérieures à 1996. Alors pour ce faire, la méthode qui a été appliquée est assez simple, hein, ça va être en fait un passage proportionnel, c'est-à-dire que pour estimer la case ici qui correspondrait à notre DROC, les IBNR relatifs à 1997, on va regarder la charge à date de 1997, on va regarder son poids par rapport à la survenance de 1997, et donc par ce processus-là, simplement on applique un poids sur l'IBNR pour le projeter. Donc, ça n'aura aucun impact dans notre cas dans l'intégration de l'inflation, mais c'est juste pour mettre un petit point d'attention sur quand même faire attention à l'homogénéité des données. Ensuite, quand on va passer au PSNEM, là encore, il y a un processus supplémentaire auquel il faut faire attention. C'est-à-dire que là, on va vouloir estimer nos sinistres non encore manifestés. Donc là, on va être sur une estimation de cadence de manifestation. On va projeter les survenances. Sauf que ces survenances-là, on veut les projeter de manière à ce qu'elles soient développées à l'ultime. Parce que si on projetait directement notre triangle ici, comme bien entendu, il n'est pas encore à l'ultime, puisque par exemple ici, la survenance de 2023, on ne l'a pas encore développée. Donc si on le projetait directement, il nous manquerait tout le développement des survenances. Donc pour pouvoir pallier à ce problème, on va faire ce qu'on appelle une ventilation, où on va vieillir le triangle drogue-survenance en y intégrant les IBNR DROC qu'on a pu estimer à l'étape précédente lors de l'estimation des PSAP, puisque les IBNR, c'est bien la partie de développement qui nous manque en fait dans notre information du développement des sinistres. Et donc, nous, dans le cadre de notre étude, cette ventilation-là, elle est décrite dans le rectangle ici. On va la faire, encore une fois, avec une méthode proportionnelle. Et donc, ça va être une méthode de proportionnalité sur les charges dossier-dossier, en fait. C'est-à-dire que ici, si on veut estimer ce montant-là ventilé, on va prendre le montant du triangle initial. On va regarder son poids par rapport à la charge à date ici et on va appliquer ce poids-là sur nos IBNR pour les répartir diagonale par diagonale. Donc, c'est-à-dire que nos poids vont sommer à 1 sur chaque diagonale et ça va nous permettre de ventiler les IBNR. Alors ici, c'est écrit IBNR PSAP, mais par exemple, dans notre cas où on a dû projeter en IBNR DROC, ce serait bien les IBNR DROC. Voilà, c'est vraiment les IBNR obtenus après possible retraitement dans l'étape précédente des PSAP. Et une fois qu'on a fait la ventilation, par contre, là, on va développer via un modèle chain ladder. Ici, par exemple, ce serait, si on veut la volatilité, ce serait avec un bootstrap. On développe et on a nos IBNR PSNEM. Donc voilà, là, c'était pour poser tout le contexte sans inflation pour l'instant de toutes les étapes auxquelles il faut déjà faire attention initialement dans l'assurance construction. Maintenant, on va parler de comment on va intégrer l'inflation. Alors, il faut savoir que ce mémoire a été fait dans le cadre d'une équipe de validation du modèle interne. Donc, c'est-à-dire que un modèle avait déjà commencé à être étudié pour intégrer l'inflation. Et notre objectif, c'était de regarder dans ce processus quelles étaient les limites de ce qui était en train d'être mis en place pour pouvoir potentiellement faire évoluer le modèle et pour essayer un peu d'aller à l'encontre de ces limites-là et de proposer des améliorations. Donc là, cette slide-là, c'est pour présenter le modèle quelles étaient les premières idées de modèle, quelles étaient leurs limites et comment on est allé au-delà de ces limites. Alors ici, c'est juste comme on utilise un vecteur de surinflation, c'est simplement pour montrer un petit peu à quoi il ressemble, donc sans montrer les données exactes. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre une inflation en fait sur 4 ans et après, on va se stabiliser à 0. Donc, c'est vraiment cet objectif on veut donner un boost en fait dans l'inflation ponctuelle.
Alors maintenant, concernant le modèle qui avait commencé à être, être développé, on va parler d'une part du chain ladder et d'autre part de ce qui avait été fait spécifiquement pour le bootstrap. Alors, pour le chain ladder, c'était donc si par exemple on voulait estimer le montant ici, à l'ultime, inflaté. On prenait le montant précédent, on calculait ici l'incrément et on l'inflatait. Mais ensuite, si on passait à la ligne du dessous, on prenait, si je voulais estimer la case ici qui serait C35, en fait, on prend le montant précédent, mais cette fois, il est déjà inflaté, c'est pour ça qu'il y a le petit chapeau dessus. Et on ajoute l'incrément, mais après développement du montant inflaté, et on le réinflate. Bon, en d'autres termes, en fait, dans cette vision-là, on va considérer que l'inflation se développe à travers les coefficients de développement, donc en d'autres termes, qu'il s'agit d'une nouvelle exposition. Donc ça, on va revenir dessus. Mais voilà, déjà une première une idée, c'est que ici, dans ce modèle-là, on considérait que l'inflation était une nouvelle exposition, ce qui donnait une expression des ultimes finalement par produit. Et deuxième point, dans le bootstrap, on avait, donc là, j'ai juste remis la petite partie où on simule la diagonale N plus 1. Et donc l'idée, c'était de dire que au moment de la simulation de la diagonale N plus 1, en fait, on va changer la moyenne de notre loi log normale de cette façon-là, et ainsi on intègre l'inflation directement dans la diagonale, et après, on va réappliquer un chain ladder déterministe pour arriver à l'ultime. Et une fois qu'on a ce triangle ultime, on va utiliser cette méthode-là pour inflater a posteriori. Donc, les limites de cette première vision, c'est tout d'abord, le modèle présenté ici ne permet pas de... En fait, il n'y a pas de distinction entre un triangle de charge et un triangle de paiement. Et ça, c'est déjà le premier point qu'il fallait traiter, parce que si on ne distingue pas l'application de l'inflation sur un triangle de charge et sur un triangle de paiement, en fait, on va se retrouver, dans certains cas, même dans beaucoup de cas, à avoir un best estimate inflaté qui va être inférieur à un best estimate non inflaté. Ça, on va revenir après de pourquoi exactement, mais voilà, on peut avoir cette problématique-là qui, bien sûr, va totalement à l'encontre de notre objectif, puisque l'objectif, c'était d'éviter de sous-estimer nos provisions en intégrant justement de l'inflation ou de la surinflation. Et là, ben, du coup, on se retrouve à faire l'effet inverse. Ensuite, le deuxième point, donc ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on supposait que l'inflation va se développer à travers les coefficients de développement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une nouvelle exposition. Et nous, dans le cadre de cette étude-là, on a décidé d'enlever cette hypothèse parce que, en fait, c'est-à-dire que pourquoi, si on réfléchit vraiment à pourquoi est-ce qu'un sinistre se développe, pourquoi est-ce qu'on a des améliorations ou des aggravations, ben finalement, ça, c'est lié uniquement à la vie du sinistre. C'est-à-dire que le fait que, par exemple, disons n'importe quoi, on a un accident de voiture, la portière est cassée et en fait, elle coûte plus cher que prévu, ou alors on se rend compte qu'il y avait un autre élément d'abîmé et on ne l'a pas remarqué, bah, c'est indépendant du contexte économique finalement. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a de l'inflation ou moins d'inflation que d'un coup on va se rendre compte ou pas qu'on a mal estimé notre sinistre dès le début. Bon, c'était ça un petit peu l'idée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas prendre cette hypothèse-là et de vraiment séparer l'effet développement du sinistre juste intrinsèque au fait au sinistre et l'hypothèse d'environnement économique. Et dernier point, au niveau de la simulation bootstrap, avant on parlait des hypothèses chain ladder et en fait le souci ici, c'est que comme dans le processus, on estime, déjà, on vérifie dans un premier temps notre hypothèse chain ladder avant de faire le bootstrap. C'est-à-dire qu'au moment de la simulation de la diagonale, on a déjà supposé que notre triangle suivait le modèle chain ladder. Donc, on a supposé une linéarité.
Maintenant, on simule une diagonale, mais mécaniquement, on décide de casser la linéarité, puisque si on suivait la linéarité, dans le premier processus que j'ai montré, on avait bien CIJ-1, F chapeau J. Donc là, en intégrant l'inflation, on a mécaniquement et par construction brisé la linéarité. Sauf qu'ensuite, pour développer à l'ultime, on réapplique un chain leader. Donc ça, c'est le souci, c'est que nous-mêmes, on a empêché les hypothèses de notre modèle d'être respectées. Alors, on peut supposer que si on fait les tests de linéarité, ils vont quand même être acceptés. C'est possible. Mais d'un point de vue dans la construction du modèle, en fait, ça génère quand même une incohérence qu'on a voulu traiter dans le cadre de notre étude. Donc voilà, pour résumer les points vraiment importants ici, mais le point majeur qu'on va essayer de traiter, c'est déjà la distinction entre la méthodologie sur les charges et sur les paiements. Et après, en fait, ça traite les autres points dans, 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 dans le processus que je vais montrer juste maintenant. Alors, donc les évolutions du modèle. Comment est-ce qu'on fait pour contrer ces limites? Bon, comme on a dit, le souci, c'était surtout de ne pas faire de distinction entre les charges et les paiements. Et donc là, on va tout de suite essayer de régler ce problème en utilisant une cadence de paiement. Donc, parce que notre but, c'est d'appliquer l'inflation sur nos paiements réels. L'inflation, elle va jouer au moment où on va faire le paiement. Donc ici, j'ai mis un triangle de charge. Et j'ai voulu un petit peu juste décomposer le triangle de charge en reprenant sa définition, c'est-à-dire que on a des paiements plus des provisions. Donc, si on prend l'estimation de ce montant qui est juste ici à l'ultime de C de 5, on prend le montant qui précède, on multiplie par le coefficient de développement. Et ce coefficient de développement-là, en fait, on peut le séparer en deux effets, c'est-à-dire que notre charge en 1,5, c'est en fait un paiement plus une provision. Alors, bon, j'ai juste mis O pour pas avoir deux fois la lettre P, donc ce sera juste outstanding. Mais voilà, c'est nos paiements plus nos provisions. Et pareil pour la charge qui est ici, ça va être un paiement plus une provision. Donc, en réalité, dans notre coefficient de développement, alors bien sûr, ce n'est pas une vraie somme, c'est juste pour imager, mais on a à peu près une cadence de paiement plus une cadence, mais plutôt liée à la provision. Sauf que justement, le souci de pourquoi est-ce que quand on applique l'inflation directement sur un triangle de charge, on peut se retrouver à avoir un best estimate inflaté inférieur au best estimate non inflaté, bah, c'est à cause de cette cadence-là. C'est parce que on va avoir tendance, notamment sur des branches longues, à surprovisionner au début. Et donc nos cadences, finalement, on va avoir des incréments négatifs. Et donc forcément, si on inflate les incréments négatifs, on va être encore plus négatif. Et donc, on fait l'effet inverse de celui qu'on voulait, c'est-à-dire, au contraire, de rendre nos incréments encore plus positifs pour ne pas sous-estimer les provisions. Donc, l'objectif ici, ça va être d'essayer d'avoir cette cadence de paiement. Sachant que, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas simplement le triangle de paiement? Bah, ça, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est que sur la branche longue, nous, ça nous intéresse d'avoir cette composante de provision parce qu'on veut justement être développé. Mince, hop, on veut être développé. Et donc, on va vouloir utiliser une cadence de paiement. Je vais juste montrer dans la slide d'après comment on va la calculer. Là, c'est juste pour montrer comment on va l'utiliser. Donc, si on note UI, notre ultime de charge, et PI, nos paiements cumulés à date, et RI, on va l'appeler le reste à payer, mais en fait, c'est un best estimate, mais juste pour le rendre un peu concret, on va dire que c'est le reste à payer. Eh bien, en fait, on va vouloir décomposer ce reste à payer dans le sous-triangle. Donc, de sorte à ce que quand on somme chaque ligne, enfin, quand on somme, on prend notre dernière colonne, on a bien l'ultime de charge qui nous intéresse, mais au niveau du cadencement, on va bien suivre une cadence de paiement. Alors, bien sûr, dans la première case ici, on va avoir notre reste, c'est 100% en fait, 100% de notre reste à payer, puisque eh bien, là, on n'a pas le choix. Par contre, sur les lignes du dessous, comment on va faire? Parce qu'on a un reste à payer, mais il faut le décomposer selon plusieurs colonnes. Et c'est là qu'intervient la cadence de paiement. Donc ici, on va supposer simplement, comment dire, notre cadence de paiement, elle somme à 1 sur l'ensemble de la ligne. Et donc, pour pouvoir ramener ça sur la fin, bon, on va simplement appliquer un processus de proportionnalité, c'est-à-dire que si notre cadence nous disait ici j'ai 10%, ici j'ai 10%, bien on le change en 50-50. Donc
On va mettre 50% du reste à payer correspondant ici, 50% ici, et etc. jusqu'à la fin du triangle. Et donc, on a reconstruit des cash flows de paiement, mais à partir d'un ultime de charge. Maintenant, pour le calcul des garances de paiement, là, encore une fois, on a deux méthodologies. On a la première méthodologie, c'est-à-dire on va prendre un triangle de paiement, on le développe par chain ladder, donc on obtient cette dernière colonne d'ultime de paiement, et on va regarder à chaque fois le poids de notre dernier paiement à date par rapport à l'ultime. Donc c'est ce qui est écrit ici, et ça revient exactement à prendre l'inverse du produit de notre coefficient de développement de chain ladder. Ensuite, on va passer à une cadence incrémentale en décumulant la cadence cumulée. Et donc, on va bien avoir une cadence qui somme à 1. Le petit souci avec cette méthode-là qu'on a pu observer, alors ça se voyait surtout sur la garantie DO, justement où il y a des recours. En fait, comme on a des recours, on a des endroits où forcément on a trop payé. Parce qu'après, avec le recours, on va être remboursé. Donc, on a des cadences qui sont censées dépasser 1 à certains endroits, sauf qu'on n'arrivait pas du tout à les capter ici. Et donc, ce qu'on a voulu essayer, c'est de calculer les cadences case par case. Donc, au lieu de juste prendre à chaque fois la dernière diagonale, on va calculer la cadence partout et faire la moyenne sur chaque colonne. Alors, l'inconvénient assez, comment dire, évident ici, tel que je le présente, c'est qu'en fait, si on fait la moyenne, on ne prend pas du tout en compte la pondération par le volume sur chaque ligne. Donc, idéalement, il faudrait aussi prendre en compte la pondération pour donner plus de poids aux années où on a plus de volume. Et donc, en termes de ce que ça donnait en termes de résultats, en fait, on peut comparer ici la cadence bleu clair. Ça, c'est obtenu avec la méthode coefficient de développement chain ladder. Et la bleu foncé, c'est en faisant la moyenne, justement. Et on voit que ici, justement, on capte maintenant le fait que on a des recours, en fait. Il y a des années où notre cadence, pourquoi elle est plus haute que 1? Parce qu'on a trop payé. Donc voilà, c'était ça l'idée de ce changement de méthodologie. Alors maintenant, on va passer un petit peu aux résultats. Alors, je vais essayer de commenter le tableau, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de colonnes et d'informations. Les résultats sur les PSAP. Alors là, donc première ligne, on a la moyenne des ultimes. Deuxième ligne, le best estimate moyen. Donc, on parle de moyenne parce qu'en fait, c'est les résultats à la suite des bootstraps. Donc, on a 100 000 scénarios, par exemple. Ensuite, l'écart type et le coefficient de variation. Alors, la méthode qu'on va appeler MIP, ça va être la méthode initiale, c'est-à-dire le premier jet de la méthode, en fait, où on ne distinguait pas, par exemple, les charges et les paiements. Méthode MIP revue, ça veut dire qu'on a intégré une cadence de paiement, mais juste à titre comparatif, on a gardé l'hypothèse de développement de l'inflation. Méthode incrémentale, là, c'est la méthode où on a une cadence de paiement et on ne développe plus l'inflation. On considère que c'est un effet indépendant de l'effet de développement des sinistres. Donc, qu'est-ce qu'il faut surtout voir dans ces résultats-là? Déjà, la colonne sans inflation. Et on voit bien que la méthode initiale, eh bien, on avait un best estimate ici inférieur avec inflation au best estimate sans inflation. Alors que dès qu'on commence à mettre cette cadence de paiement, on monte. Donc, on voit que là, on était à 205 millions. Là, on monte 217, 219, 214. Voilà. Là, on a bien corrigé l'incohérence qu'on avait au début. En termes des différentes méthodes, alors, on a plusieurs comparatifs parce que, par exemple, ici, ça veut dire qu'on a intégré l'indice BT01 de manière stochastique. Ici, ça veut dire qu'en plus, on a mis la surinflation. Donc, c'est juste pour voir l'effet de la surinflation. Après, comme elle est déterministe, on voit que au niveau du coefficient de variation, ça ne change pas tellement les résultats. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, vecteur d'inflation fixe? Ça veut dire qu'on a pris un scénario BT01, mais on ne l'a pas modifié en fonction des simulations. C'est vraiment une inflation totalement déterministe. Et là, on voit que le coefficient de variation, il est quasiment identique à sans inflation et même un petit peu plus bas parce qu'avec cette surinflation, on a augmenté le best estimate, mais en fait, en termes de volatilité, on n'a pas tellement bougé. Et du coup, il peut même diminuer un petit peu. Et voilà. Et donc ensuite, niveau méthode incrémentale, là, on voit que le coefficient de variation a doublé par rapport
pas tout à fait, ouais, à doubler presque par rapport à sans inflation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tableau-là? Bon, outre le fait on compare quand même pour voir un petit peu ce que ça donne plusieurs couches d'inflation, hein, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir voir les différences, c'est surtout, bon, le fait d'ajouter l'inflation stochastique fait presque doubler le coefficient de variation. On voit aussi qu'avec ce côté stochastique, le fait de ne pas développer l'inflation, c'est-à-dire la différence entre 7 cases et 7 cases, là on voit l'effet sur le coefficient de variation du fait d'avoir développé l'inflation. Ça nous a fait des scénarios plus volatiles et les extrêmes sont plus loin quand on décide de développer l'inflation. Et surtout, il y a une limite par contre dont il faut que je parle, c'est que sur les PSAP, ce qu'on a fait ici, voilà, ce qu'on a fait ici, en fait, c'est que l'indice BT01, la volatilité, a été intégrée sur l'ensemble des diagonales. Or, après, avec le recul, en fait, idéalement, ce qu'il aurait fallu faire, comme on veut uniquement la volatilité à 1 an, c'est de ne mettre comment dire, des scénarios stochastiques uniquement sur la diagonale n+1. Et ensuite, quand on développe de manière déterministe, là, par contre, il aurait fallu réévaluer nos projections d'inflation moyenne pour vraiment se placer dans l'année n+1. Et là, on aurait bien eu la volatilité à 1 an souhaité. C'est pour ça que je mets, en fait, si vous voulez, ce scénario-là, il y a trop de volatilité sur l'inflation. En quelque sorte, le bon scénario, il se retrouverait à mi-chemin entre celui-ci où il y a trop d'inflation sur toutes les diagonales et quand on prend un vecteur d'inflation fixe. Donc en fait, il manque en fait en quelque sorte une colonne dans ce tableau-là. Donc c'était juste pour mettre l'attention là-dessus. Avec le recul, comme on veut une inflation à 1 an, là, on est trop volatile sur toutes les diagonales. Hop, maintenant, on va juste parler un peu des PSNEM, parce que les PSNEM, va falloir les traiter aussi. Et là, il y a une subtilité à laquelle il faut faire attention. C'est que on serait tenté d'intégrer l'inflation sur les PSNEM comme on l'a fait sur les PSAP. C'est-à-dire, on se dit, bon, on prend une cadence de paiement, on intègre sur les diagonales, et puis c'est terminé. En fait, on ne peut pas, parce que nous, on va travailler en vision DROC survenance. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas inflater directement de manière. Enfin, si on va inflater de manière calendaire, mais on ne peut pas prendre les mêmes taux qu'avant, en fait. Parce que, comme on a ventilé notre triangle, parce que notre objectif, c'est d'estimer des survenances développées. Et sauf que du coup, dans cette case, par exemple, on estime, notre survenance, c'est la somme de plusieurs développements. C'est-à-dire que dans notre survenance, on a plusieurs années, puisqu'on a des XKIJ qui représenteraient, par exemple, des paiements successifs, et on a un mélange de plusieurs années. On a 2023, 2024, 2025, etc. Donc, si on appliquait juste un taux 2023 en se disant, mais c'est la diagonale n+1, je vais mettre un taux 2023, en fait, on va se retrouver à inflater des montants qui auraient dû être inflatés en vision 2024, mais avec un taux de 2023. Donc, on ne va pas correctement appliquer l'inflation. C'est pour ça que ce qu'on a fait, c'est de décomposer les survenances suivant une cadence de liquidation, mais qui en fait, c'est à nouveau notre cadence de paiement. Et donc, ça va nous permettre d'estimer les XKIJ ici de cette manière-là. Donc, ça va être notre survenance fois la cadence. Et là, on va pouvoir, case par case, inflater avec un taux. Donc, en fait, si je passe à la slide suivante, on peut sortir la survenance de la somme ici. Et ça revient à calculer pour chaque diagonale un taux moyen pondéré d'inflation. Donc, on va se retrouver à avoir le même taux sur toute la diagonale là, sauf que ce taux en question, d'abord, on a calculé avec une pondération pour l'adapter et prendre en compte le fait qu'on a une vision, on a plusieurs développements dans une seule survenance. Maintenant, si je passe au résultat que ça va nous fournir, alors là, on va encore avoir une petite légende pour un peu comprendre toutes les nomenclatures. Mais en fait, cette fois-ci, là, on avait pris en compte le fait que en vision à 1 an, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement la stochasticité sur 1 an. Donc, ça va être les scénarios qu'on va dire central. On a mis de la volatilité uniquement sur la diagonale n+1 et le reste est développé de manière
déterministe. Et la méthode incrémentale, cette fois, sur chaque diagonale, on a pris un scénario BT01, enfin tous nos scénarios stochastiques. Et donc, ce qu'on peut voir ici, donc on a ici centrale sans surinflation. En fait, là, il y a... Oui, c'est un peu... En fait, le sans surinflation ici, c'est sans inflation du tout. Bon, on a mis surinflation, mais c'était sans BT01, sans surinflation. Et PSAP non inflaté, ça veut dire que on n'a pas ventilé de PSAP inflaté. Parce qu'en fait, comme quand on prend l'EPSNEM, on ventile les IBNR, là aussi, la question se pose, est-ce qu'on met des IBNR inflatés? Est-ce qu'on met des IBNR pas inflatés? Donc là, c'est pour ça qu'il y a la distinction. Non inflaté, même là, on a ventilé non inflaté, et inflaté, voilà, on a ventilé inflaté. Et donc, là, ce qu'il faut regarder surtout, ça va être ce scénario central avec surinflation, avec PSAP inflaté, et la méthode incrémentale où on met BT01 sur toutes les diagonales, partout c'est stochastique. Et donc, on voit que si on met de la stochasticité partout, eh bien, le quotient de variation, pardon, il explose complètement par rapport au coefficient initial. Donc, la méthode qui serait retenue ici, ce serait plutôt celle-ci, puisque on garde le côté risque de réserve à 1 an, donc on inflate une seule diagonale, mais on intègre bien l'inflation sur l'intégralité du triangle et nos PSAP sont bien inflatés. Donc voilà, ça c'était pour comment on a intégré l'inflation sur les PSNEM. Alors maintenant, bon, je vais aller rapidement sur le dernier modèle qu'on a essayé parce que donc en fait on a voulu essayer le modèle de Verbeek sur le triangle en drogue-survenance. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui par construction, si on regarde les lambda ici en fait, on a deux paramètres, donc lambda qui change sur chaque diagonale, donc qui nous permet de capter les effets calendaires, et R ici qui va capter plutôt le développement colonne par colonne. Donc, on a ce modèle-là. On peut estimer les paramètres R et lambda par formule fermée de manière itérative. Donc, je n'ai pas mis la formule ici, mais il faut se dire qu'on estime lambda 26, qui nous permet d'estimer R26, qui nous permet d'estimer lambda 25, et on remonte comme ça jusqu'à R0, lambda 0. On a des hypothèses d'indépendance des années de survenance et la somme des RK vaut 1. Maintenant, le problème, c'est que nous, ce qui nous intéressait, c'était la volatilité. Or, c'est un modèle ici qui va être... on va pas, en fait, ici, on n'a pas ce risque à 1 an, on n'a pas de diagonale supplémentaire. Et si on intègre une diagonale supplémentaire, en fait, on va intégrer un lambda 27. Mais on ne peut pas l'estimer de manière itérative. On ne peut plus aussi simplement estimer les paramètres. Donc, ce qu'on a voulu essayer, et qui est une méthode vraiment très naïve, c'est-à-dire c'est une méthode qui a bien sûr énormément de limites, mais on voulait quand même juste voir ce que ça donnait, essayer un peu en termes d'impact, c'est simplement de se dire que eh bien, si on rajoute une diagonale et qu'on prend le sous-triangle, cette fois, on arrivera à estimer les paramètres, à défaut de pouvoir les estimer autrement. Donc, bien entendu, ça veut dire que quand on va calculer de manière stochastique, on n'aura pas le même historique que de manière déterministe. Donc voilà, c'est une méthode qui a beaucoup, beaucoup de limites, mais qu'on a quand même voulu essayer. Et donc là, on va pouvoir estimer les paramètres. Et pour développer le triangle, eh bien, on va avoir des nouveaux lambda qui vont être déterminés grâce à l'inflation qu'on souhaite intégrer dans le modèle. Maintenant, dans tous les cas, bon, déjà, d'une part, il y a des grosses limites sur la méthode qui a été utilisée pour essayer d'intégrer un côté stochastique. Et d'autre part, de toute façon, sur la partie déterministe, en fait, quand on a regardé, c'est-à-dire une fois que le triangle est paramétré, donc on a nos paramètres, on le compare au triangle historique quand même pour voir s'il y a beaucoup de différences entre les deux. Ben, dans notre cas, effectivement, oui, on avait énormément de différences. On a nos résidus qui n'étaient pas du tout distribués de manière normale. Et en fait, on avait une très forte tendance à la surestimation. Donc, avant même de parler de stochastique, le modèle chez nous ne fonctionnait pas. Donc, on le voit ici, par exemple, déjà, même sans mettre d'inflation, on avait déjà un coefficient de variation qui était supérieur à notre modèle qui est inflaté sur l'EPSNEP. Donc, voilà, dans notre cas, ce modèle-là,
n'a absolument pas marché. Maintenant, je voulais quand même le présenter parce que c'est un modèle qui, bien évidemment, a du potentiel et peut être le modèle de Verbeek qui peut être bien sûr utilisé pour intégrer l'inflation, mais dans notre cas, de toute façon, les hypothèses n'étaient d'une part pas respectées, d'autre part, on n'a pas pu intégrer le côté stochastique de manière satisfaisante, et enfin, dans le cadre d'un modèle interne, encore une fois, l'idée, c'était surtout d'adapter les méthodes déjà en place, et le modèle de Verbeek n'était de toute façon pas une méthode déjà en place. Mais voilà, c'était quand même pour essayer un autre modèle. Donc, en conclusion, si je mets en conclusion, dans notre étude, bon, déjà, on a pu montrer l'importance de la distinction entre les triangles de charge et de paiement lorsqu'on veut intégrer l'inflation, puisque dans un cas, on peut se retrouver à avoir des best estimates euh, inflatés qui sont inférieurs aux best estimates non inflatés, ce qui n'est absolument pas l'objectif. Ensuite, on a vu plusieurs processus qui sont nécessaires quand on veut modéliser en vision drogue-survenance et notamment faire très attention à la structure du triangle quand on veut intégrer l'inflation, puisqu'on a ce souci d'une survenance qui contient plusieurs développements. Ensuite, on a essayé de mettre en place un modèle qui permettait de respecter toujours les hypothèses du chain-leader, puisque quand on simule la diagonale, on va la simuler sans inflation et l'intégrer après, et non l'intégrer avant. Et enfin, en testant plusieurs couches d'inflation, donc dans ces tableaux qui avaient énormément de colonnes à chaque fois, l'objectif c'était de pouvoir aussi voir l'impact du choix de taux déterministe ou stochastique sur le coefficient de variation, et on voit que l'impact est non négligeable. Donc, il faut vraiment se concentrer sur quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire. Dans notre cas, c'était estimer une volatilité à 1 an. Et à partir de là, bien réfléchir à comment intégrer l'inflation correctement. Les axes d'amélioration, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais au niveau des résultats sur les PSAP, en fait, on a mis trop de volatilité. Donc, puisqu'on a mis un côté stochastique au BD01 sur l'ensemble des diagonales estimées, alors que avec le recul, il aurait été préférable de ne le mettre que sur la diagonale n plus 1 et ensuite, par contre, à chaque scénario, recalibrer un taux moyen pour le développer sur le reste du triangle. Donc voilà ce problème-là. Et effectivement, le modèle de Verbeek qui, dans notre cas, bon, ouais, il pourrait être creusé davantage, mais après, voilà, ce n'était pas le but de cette étude, c'était vraiment de se concentrer sur le modèle initial, mais on voulait quand même essayer une approche. Donc, bah merci d'avoir écouté. Je vais regarder maintenant, tac, si je passe aux questions. Alors, hop, dans le chat. Alors, hop, un instant. Les questions prennent beaucoup de lignes. Alors, il y avait une question. Bonjour, vous faites ça sur quelle vision du triangle, survenance, développement ou drogue survenance? Alors, l'inflation est intégrée selon les deux visions, donc survenance, développement et drogue survenance. Cependant, ce qui change, voilà, ça va être dans les deux cas, on a cette question de cadence de paiement, mais ce qui va changer, c'est la structure. Soit on va intégrer les taux directement de manière calendaire en vision survenance développement, ou soit on va avoir la petite étape supplémentaire de pondération des taux pour capter justement le fait que dans une survenance, on a plusieurs développements en vision drogue survenance. J'espère avoir répondu. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'utiliser une méthode de réservation différente de Chainader pour éviter l'impact des développements favorables sur la prise en compte de l'inflation? Alors là, ce qu'il y a, c'est que effectivement, on pourrait, donc ça, c'était un peu pour ça qu'on a essayé d'essayer le modèle de Verbeek. On peut tout à fait imaginer utiliser un autre modèle que le Chainader pour prendre spécifiquement les effets calendaires et vraiment revoir toute la modélisation.
Maintenant, nous, dans le contexte de l'étude, comme encore une fois, on était dans un contexte de modèle interne, on veut aussi éviter d'avoir de trop fortes fluctuations pardon, d'une année sur l'autre en raison d'un changement complet du modèle. Donc c'est pour ça que nous, là, l'objectif, c'était d'essayer d'adapter le chain leader et les méthodes qu'on avait, donc aussi le bootstrap. Mais bien sûr, on peut tout à fait envisager d'autres modèles. Hop. Alors, une autre question, d'où sortez-vous les scénarios BT0 en stochastique? Vous avez un modèle d'inflation? Alors, en fait, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que dans le cas de ce mémoire, nous, c'était vraiment intégrer l'inflation. Mais en fait, oui, l'inflation est modélisée par des équipes dédiées. Mais le but de ce mémoire, en fait, ça aurait été trop volumineux si on avait pris en compte tout l'aspect modélisation des taux, parce que déjà, ça tout seul, ça pourrait faire l'objet d'un mémoire. Et ensuite, la partie intégration dans un modèle. Donc, l'hypothèse, c'était, on a des taux qu'on nous donne, on nous donne des scénarios stochastiques où on nous donne une inflation, elle est donnée. Comment est-ce qu'on va l'intégrer dans le modèle. Donc, effectivement, dans le mémoire, on ne décrit pas comment sont modélisés les taux parce que c'est pas dans le cadre du sujet. Tac, tac, tac. Alors, bonjour. Souvent, dans la détermination des PSNEM, on effectue un Born-Neuter-Ferguson sur les N dernières drogues pour contrer leur faible développement avec des données exogènes à dire d'experts. Avez-vous appliqué uniquement un chain ladder dans votre méthodologie, ce qui expliquerait le cob relativement élevé? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, je n'ai pas détaillé ce point parce que je ne voulais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon, on commence à s'étendre beaucoup, beaucoup. Mais oui, la dernière drogue est bien estimée avec une méthode de S sur P. Euh, Simplement, pour intégrer l'inflation, en fait, ça ne va pas changer puisqu'on va intégrer l'inflation après avoir fait tous les développements. Donc, c'est-à-dire que la case en question qui sera simulée par un S sur P va être traitée de la même manière après à la fin avec l'inflation. Mais oui, 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 sur les dernières drogues, parce que sur le premier développement, on observe une forte volatilité au niveau des coefficients de développement. Donc, oui, tout à fait. Du coup, oui, je vois d'autres questions sur les taux. Donc, c'est vraiment le but du mémoire, c'est absolument pas la modélisation des taux. Donc là, on suppose qu'on a des taux donnés et nous, on regarde comment les intégrer. Et pareil pour la surinflation, là encore une fois, ça va être des équipes vraiment en charge du provisionnement qui modélisent une surinflation et nous, on va la prendre telle qu'elle. Mais bien sûr, ça pourrait faire tout à fait l'objet d'un sujet à part entière de comment est-ce qu'on va calibrer l'inflation. Évidemment que ça va énormément jouer aussi sur les résultats finaux. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été assez claire parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets. En fait, c'est très dense de toute la construction et déjà le modèle en lui-même initial est très dense. Donc, en plus de rajouter encore l'inflation, donc j'espère que j'ai réussi à bien condenser toutes les informations et je vous souhaite une très bonne après-midi. Et merci encore pour votre attention.